Bonjour et bienvenue à cette première capsule dans le cadre du cours Physique 5062, Dynamique et transformation de l'énergie mécanique. Aujourd'hui, nous parlons de la première loi de Newton, qui est la loi de l'inertie. Commençons par définir l'inertie. L'inertie, c'est la tendance naturelle d'un objet à conserver sa quantité de mouvement. Évidemment, quand je parle de sa quantité de mouvement, on pense souvent que l'inertie, on parle d'être inerte, autrement dit, que quelqu'un qui est écrasé sur son sofa, ça prend une force pour le déplacer de là. Mais en fait, ce n'est pas que ça l'inertie. C'est quelque chose qui est en mouvement, ça va être difficile de modifier sa vitesse, donc il va avoir tendance à garder sa vitesse constante. Évidemment, je vous ai parlé d'une force pour déplacer la personne du sofa ou pour changer la vitesse d'un corps. Eh bien, une force, c'est quoi? C'est une poussée ou une traction qui modifie l'état de mouvement d'un objet ou qui le déforme. Donc, on peut parler, par exemple, d'une force qui écraserait un ressort, donc qui va déformer un ressort. La loi de Newton s'énonce donc ainsi: un objet au repos ou en mouvement rectiligne uniforme conservera cet état de mouvement indéfiniment, à moins qu'une force ne vienne modifier cet état de mouvement. Comme je vous disais tantôt, quand on parle d'état de mouvement, on ne parle pas nécessairement d'être immobile, mais on parle de vitesse constante. Évidemment, quand je parle de vitesse constante, juste spécifier un petit élément, on parle de l'orientation de la vitesse aussi. Donc, quand on parle de vitesse constante, c'est vraiment le sens, l'orientation et la norme du vecteur vitesse qui vont rester toujours les mêmes. Quand on parle d'inertie, comment s'affecte l'inertie? Donc, comment on va voir euh, cette inertie-là à l'intérieur de la vie courante? Bien, si, par exemple, j'avais quelqu'un qui circule dans une voiture et que la voiture tourne à droite, le corps va subir l'inertie, autrement dit, va subir cette tendance-là à vouloir garder son état de mouvement. Son état de mouvement était en mouvement rectiligne uniforme vers l'avant, donc il va vouloir conserver son mouvement vers l'avant. Si la voiture tourne, ben, il va être déporté vers la gauche parce qu'il va vouloir rester en ligne droite. De la même façon, si j'arrête, il va être déporté vers l'avant et si j'accélère, il va être déporté vers l'arrière. Je vais m'écraser dans mon siège. Cette inertie-là ne s'applique pas juste sur l'individu. Donc, j'ouvre une petite parenthèse, elle peut s'appliquer aussi sur d'autres choses. Je m'explique. Je suis en train de patiner et je suis violemment mis en échec par un joueur de hockey. Qu'est-ce qui va arriver? Ben, mon corps va s'arrêter de façon très brusque et mes organes, donc tout l'intérieur de mon corps, va avoir cette inertie-là, donc va vouloir continuer vers l'avant. Ce qui va arriver, en fait, c'est que le cerveau, par exemple, peut se rentrer en collision avec mon crâne, avec ma boîte crânienne. Et cette collision-là, cette pression-là qui va être faite sur le cerveau, c'est ce qui va déclencher une commotion cérébrale. Ici, donc, j'ai un objet pour expliquer un petit peu une autre façon de voir l'inertie. Évidemment, la balle ici a atteint la même hauteur. Donc, la balle va toujours atteindre la même hauteur quand on a un système comme vous le voyez là. Par contre, si je suis incapable d'atteindre la même hauteur, donc ici, j'ai une balle, je l'envoie vers le haut et elle redescend. Quand elle va le redescendre, elle ne peut pas réatteindre la même hauteur parce que je suis sur une surface horizontale. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, elle va conserver sa vitesse ad vitam aeternam parce qu'elle ne sera jamais capable d'aller chercher cette hauteur-là. Évidemment, encore une fois, je vous le répète, on néglige les forces de frottement, mais de façon tout à fait théorique, elle continuerait à rouler toujours. Il y a trois moments qu'on va étudier plus en détail à l'intérieur de cet exemple-là. Donc, le moment où est-ce que je suis dans le bas de la courbe, où j'ai une certaine vitesse, le moment où est-ce que j'ai mon maximum, où je n'ai plus aucune vitesse, et le moment où est-ce que je suis redescendu et que j'ai repris la même vitesse qu'au départ, mais avec une orientation différente. Ça signifie évidemment que j'ai une accélération. En ayant une accélération, j'ai eu à appliquer une force. Donc présentement, je ne suis pas à vitesse constante. Et donc, cette force-là, elle est comment? Cette force-là, c'est une force qui est la force gravitationnelle, donc le poids de la balle. Au point 3, on voit que ça ne tourne pas parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une autre force qui va s'appliquer. Parce que sinon, cette force-là, évidemment, ferait descendre ma balle, mais je suis au sol.
Et dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir décomposer mes forces pour bien vous expliquer comment fonctionne le système. Et c'est la raison pourquoi je vais présentement un petit peu plus loin que le chapitre. C'est vraiment pour vous montrer l'importance, autant dans ce chapitre-là que dans l'ensemble des chapitres qui vont suivre, l'importance d'être en mesure de décomposer vos forces avec des vecteurs qui sont perpendiculaires au plan et des vecteurs qui sont parallèles au plan. Donc, j'ai agrandi ma figure 2 pour bien vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. J'ai deux forces présentement qui s'appliquent. La première force, c'est ce qu'on appelle la force gravitationnelle, donc c'est le poids de la balle. Et la deuxième force, c'est celle dont je vous parlais tantôt. Donc, c'est la force qui va être appliquée par le plan pour éviter de s'enfoncer. Donc, le plan va appliquer une force sur la balle, et c'est ce qui fait que la balle ne passe pas à travers le plan. Cette force-là qu'on appelle la normale va être égale à la composante perpendiculaire de la force gravitationnelle. Donc, ça annule les deux forces qui sont perpendiculaires au plan. Donc, il reste seulement une seule force, c'est la composante parallèle de la force gravitationnelle, et c'est à cause d'elle que je vais avoir une accélération vers le bas. Mais ça, on va le voir plus en détail parce que dans le cadre de ce chapitre-là, on parle généralement de force résultante nulle. Donc, on va le voir plus en détail, l'impact que va avoir cette force résultante-là quand elle n'est pas nulle dans le cadre du prochain chapitre. Nous, c'est plus ce genre de système-là qu'on voit dans le chapitre 4. Donc, on parle d'un système qui est à l'équilibre, donc autrement dit où la force résultante est nulle. J'ai donc le poids qui est la première force qui est appliquée sur la balle, et la deuxième, c'est la tension de la chaîne, ce qui fait que les deux forces étant égales, elles s'annulent, et donc la force résultante est nulle. Si on a deux chaînes, c'est exactement le même principe qui s'applique. Donc, j'ai le poids de ma balle qui est dirigé vers le bas et j'ai les tensions de mes deux chaînes qui est dirigée vers le haut. Par contre, dans ce cas-ci, je sais que si je fais juste additionner les deux tensions, ça ne donnera pas mon poids. Pourquoi? Parce que les deux tensions travaillent l'une contre l'autre. Donc, ce que je vais devoir faire, c'est décomposer mes vecteurs avec des composantes verticales et horizontales. Les deux composantes horizontales s'annulent et les deux composantes verticales, elles, vont égaler le poids, mais vont être en sens inverse. Donc, tout ça va s'annuler. Ça va me donner une force résultante qui va être nulle. C'est super important ce que j'ai d'expliquer parce qu'encore une fois, je vais être capable de décomposer mes forces et donc de déduire les tensions qui sont dans mes chaînes. Et en déduisant les tensions qui sont dans mes chaînes, je vais pouvoir, par exemple, savoir si mes chaînes sont en mesure de porter le fardeau de la sphère que j'avais ici. Juste avant de terminer complètement ma capsule, je veux signaler un petit élément. Vous avez dans la partie coup de pouce de ma chaîne YouTube une vidéo qui traite de la trigonométrie. C'est une vidéo qui va être hyper importante quand vous allez commencer à décomposer vos forces. Donc, si votre trigonométrie est un petit peu loin, je vous encourage à aller visionner la vidéo. Donc, c'est ce qui met fin à cette capsule. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.